Bonjour, je m'appelle Louise, je suis une infirmière au programme de réadaptation cardiaque à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Et aujourd'hui, je vais vous parler des médicaments couramment prescrits pour le cœur. Alors, veuillez noter, s'il vous plaît, l'avis de non-responsabilité. L'information qui vous sera présentée aujourd'hui ne remplace pas les conseils médicaux professionnels fournis par vos médecins ou cardiologues. Si vous êtes au Canada et que vous croyez vous trouver en situation d'urgence médicale, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé ou encore faites le 911. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je disais, des médicaments couramment prescrits pour le cœur. Il existe évidemment beaucoup de médicaments et de combinaisons possibles. Alors, évidemment, votre médecin va prescrire les traitements qui vont vous conviendre le mieux. Et voici donc une liste des médicaments que je vais aborder aujourd'hui. Alors, il y a l'amiodarone, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et antagonisme des récepteurs de l'angiotensine, les antiplaquetaires, les bêta-bloquants, les inhibiteurs des canaux calciques, la digoxine, les diurétiques, inhibiteurs de la népricilline et antagonistes de récepteurs de l'angiotensine, mieux connus sous Entresto, et inhibiteurs du SGLT2, les statines, et on va terminer avec les vaporisateurs de la nitroglycérine. Alors, pour chacun des médicaments, j'aborderai les points suivants, à savoir comment fonctionne le médicament, quels sont les modes d'action du médicament, comment prendre le médicament, soit la posologie, les effets secondaires possibles, quand obtenir des soins médicaux, comment surveiller l'efficacité du traitement, où ranger le médicament et que faire si vous ratez une dose. Alors, on va parler un petit peu là, de stratégie et d'astuces à ce moment-là. Nous allons aborder le premier thème qui est le médicament qui s'appelle l'amiodarone, plus communément appelé cordarone. Alors, que fait ce médicament? Ce médicament ralentit les impulsions électriques dans le muscle cardiaque et aide à rétablir le rythme cardiaque, surtout chez les patients qui souffrent d'arythmie comme la fibrillation auriculaire. Alors, comment prendre ce médicament? Les premières fois, souvent, les médecins vont prescrire une dose un peu plus importante pour initier le traitement, la dose. Et ensuite, après quelques semaines, vous serez en mesure de prendre seulement un médicament une fois par jour. Il est très important d'éviter le jus de pamplemousse ou encore de prendre de la pamplemousse, car ceci pourrait entraîner une augmentation de la concentration d'amiodarone dans l'organisme et ainsi accroître le risque d'avoir des effets secondaires un peu plus prononcés. Alors, en termes d'effets secondaires, ce qu'il faut noter, c'est que parfois les gens peuvent avoir une sensibilité de la peau. La peau peut même devenir bleu-gris en raison de la lumière du soleil et vous pouvez brûler un peu plus facilement, soit avoir ce qu'on appelle des coups de soleil. Alors, en termes d'astuces, il est important de porter un écran solaire d'au moins 30 et de porter un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements qui vont couvrir votre peau. Il est aussi important d'éviter les lits de bronzage et d'éviter d'aller à l'extérieur durant l'heure du midi. Si vous avez aussi des maux d'estomac, vous pouvez aussi prendre ce médicament avec de la nourriture. Il se peut aussi que certaines personnes peuvent avoir des perturbations du goût, de la difficulté à dormir ou encore avoir une grande fatigue. Si ces symptômes vous dérangent, vous devez en parler avec votre médecin et la posologie pourrait être ajustée. Cependant,
il est possible pour certaines personnes que vous puissiez avoir soit une toux ou un essoufflement ou encore avoir un jaunissement de la peau et du blanc des yeux. Alors, à ce moment-là, ce serait peut-être des effets secondaires un peu plus importants et il faudrait appeler votre médecin immédiatement ou encore aller à l'urgence. Alors donc, l'équipe soignante, ce qu'elle va surveiller, c'est évidemment votre fréquence cardiaque, le bilan sanguin, à savoir vérifier l'état de votre thyroïde et aussi votre fonction hépatique, ce qui veut dire la fonction de votre foie, les yeux et les poumons. Une petite note ici à savoir à propos de l'amiodarone, c'est que ce médicament peut rester dans l'organisme assez longtemps. Alors, si vous devez arrêter ce médicament à cause d'un effet secondaire, sachez que cela peut prendre plusieurs semaines avant que les symptômes disparaissent, même jusqu'à un mois. La prochaine catégorie de médicaments que je vais aborder s'appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Ces médicaments sont plus connus sous ce qu'on appelle en abréviation les inhibiteurs de l'ECA ou encore les ARA. Voici donc une liste de ces médicaments les plus utilisés. Vous voyez les noms génériques et le nom de commerce entre parenthèses. Notez que le nom générique des ECA se termine par pril, comme un exemple captopril, lisinopril, ramipril, et vous voyez les noms de commerce entre parenthèses. Et les ARA, ce qu'ils ont en commun, la terminaison se finit tous par sartan, comme valsartan, losartan, et vous voyez les noms de commerce entre parenthèses. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ces médicaments, c'est que, évidemment, les inhibiteurs de l'ECA et les ARA agissent de manière semblable. Alors, c'est pour ça que je vais en parler ensemble. Alors, en termes de mode d'action, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident le cœur à pomper le sang plus facilement en bloquant les hormones de stress et en allégeant la pression exercée sur l'action de pompage du cœur. Ils améliorent ainsi la fonction cardiaque. Alors, comment ils arrivent à faire ça? C'est qu'ils vont élargir les vaisseaux sanguins pour abaisser la tension artérielle. Ils améliorent ainsi la fonction cardiaque, réduisent le risque d'AVC, le risque de crise cardiaque et préviennent aussi les problèmes de reins. Alors, en termes de posologie, ce médicament est habituellement pris 1 ou 2 fois par jour selon la sorte de médicament qui vous a été prescrit. Si vous prenez 2 doses par jour, assurez-vous de bien les répartir durant la journée, à savoir si vous prenez un médicament le matin et un deuxième en soirée, essayez d'avoir à peu près 10 et 12 heures de différence entre les deux doses. En termes d'effets secondaires, celui qui est rapporté le plus souvent sera une toux sèche. Souvent, les patients vont rapporter un chatouillement dans la gorge qui ne disparaît pas rapidement. Alors, si c'est un effet secondaire qui vous dérange beaucoup, vous pouvez en parler avec votre médecin. Souvent, ce médicament peut être changé pour un ARA. Les ARA ne donnent pas autant la toux que les ICA. Ce médicament-là aussi, étant donné qu'il travaille et qu'il va abaisser la pression, souvent les personnes peuvent avoir des étourdissements. Alors, si c'est le cas, tâchez de vous lever lentement et de vous déplacer très lentement aussi. On évite de conduire votre voiture. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez des étourdissements, si vous avez un tensiomètre, un appareil pour prendre votre pression à la maison, vous pouvez le faire et le rapporter à votre médecin.
Quand on débute un traitement avec les cas, certaines personnes peuvent avoir des mal de tête. Alors, si c'est le cas, vous pouvez prendre de l'aspirine, des Tylenol qui sont sécuritaires à prendre. Cette catégorie de médicaments peut aussi entraîner un excès de potassium dans votre sang. Alors, il est évident que votre équipe médicale va vérifier le taux de potassium au moyen d'analyses sanguines assez régulières. Un phénomène qui est plutôt rare, mais que vous devez savoir, surtout quand on va initier cette catégorie de médicaments-là, il se peut que certaines personnes soient allergiques. Alors, si jamais vous notez une certaine pâleur, une enflure au niveau des lèvres, du visage et des yeux, c'est un phénomène qu'on appelle l'angioédème. Et si cela se manifestait, c'est très important d'aller à l'urgence la plus près. Alors, ce que l'équipe soignante va surveiller, c'est évidemment votre tension artérielle et puis faire un bilan sanguin, à savoir mesurer le taux de potassium et créatinine. Créatinine étant l'enzyme qu'on mesure pour la fonction rénale. Et puis, vous pouvez aussi demander à votre équipe soignante quelles sont les valeurs cibles pour vous, pour votre pression. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez garder un registre. Et c'est important aussi pour votre médecin de savoir comment vous réagissez à ce médicament. La prochaine catégorie, on va passer maintenant aux antiplaquetaires. Les noms génériques des médicaments sont indiqués et ensuite suivis par les noms de marque entre parenthèses. Les plus souvent utilisés sont évidemment les aspirines, ce qu'on appelle les AAS, ensuite clopidogrel, prasugrel et ticagrelor. Alors, pourquoi on prescrit ces médicaments-là? La raison, c'est qu'ils rendent le sang moins collant et préviennent la formation de caillots sanguins. Ils sont prescrits pour plusieurs conditions, à savoir si vous avez eu un incident cardiaque, si vous avez eu une endoprothèse, souvent communément appelée un stent, si vous avez subi une opération cardiovasculaire et si vous avez ou souffrez d'angine instable. En termes de posologie, c'est un médicament qu'on prend 1 à 2 fois par jour, encore là, dépendamment de la sorte d'antiplaquetaire qui vous a été prescrit. Je voulais juste vous laisser savoir que certains patients auront besoin de 2 types d'antiplaquetaires donnés en combinaison. Évidemment, votre cardiologue va choisir le traitement et la durée de cette combinaison. Une note à savoir au sujet de l'aspirine. Pour protéger le cœur, on privilégie les faibles doses, à savoir les petites aspirines de 81 mg. Les doses de 325 ou 650 mg ont souvent un effet anti-inflammatoire semblable au Advil, Motrin, Ibuprofène. Alors, pour cette raison, on évite donc de prendre des anti-inflammatoires car ceux-ci contiennent beaucoup de sel. Ils peuvent aussi faire augmenter votre tension artérielle, la rétention d'eau et aussi possiblement causer des troubles gastriques, surtout causer des ulcères au niveau de l'estomac. Alors, pour cette raison, on évite cette combinaison d'aspirine et d'anti-inflammatoires. Je voulais aussi vous laisser savoir que quand on prend le 81 mg, essayez de prendre un médicament qui est enrobé, donc va vous donner une protection au niveau de votre estomac. Il existe aussi une petite aspirine de bébé à croquer, qui est le 80 mg. Celle-ci, on recommande de l'avoir à la maison, mais plus en cas d'urgence, à savoir que si jamais vous aviez une angine instable et que vous devez vous rendre à l'urgence, parfois, le 911 va recommander que vous preniez 2 aspirines à croquer. Souvent, ce que les gens vont rapporter le plus souvent, ce sont des maux d'estomac, justement causés par de la nausée, diarrhée ou brûlure d'estomac.
Alors, en termes d'astuces, on recommande que vous preniez ces médicaments-là avec de la nourriture. Évidemment, on s'attend aussi à ce que les gens éprouvent plus d'échymose, ce qu'on appelle là, des petits bleus ou des saignements légers. En termes d'astuces, on recommande de faire preuve de prudence et d'essayer d'éviter les blessures. Alors, quand vous allez brosser vos dents, prenez une brosse à dents avec des poils souples et pour les messieurs, utilisez un rasoir électrique lorsque vous allez faire votre barbe. Aussi, pour les personnes qui doivent prendre du ticagrelor ou du Brilinta, si vous notez un essoufflement assez prononcé dans les premiers jours où vous prenez ce médicament-là, ce serait important de le rapporter à votre médecin assez rapidement. On pourrait à ce moment-là changer la sorte d'antiplaquettaire. Aussi, quelque chose qui est à mentionner et qui serait assez urgent de consulter un médecin, si jamais vous éprouvez des saignements gastro-intestinaux, à savoir avoir des productions de sang ou de vomissements en toussant, ou encore un vomi qui ressemble à du café moulu, présence de sang dans l'urine, des selles noires ou goudronneuses, des saignements vaginaux inhabituels ou encore des bleus qui sont encore plus prononcés, il faut évidemment aller à l'urgence la plus près à ce moment-là. Une autre chose aussi qui est importante à savoir et à communiquer aux autres membres de votre équipe soignante, c'est de dire que justement, vous prenez des antiplaquettaires. Alors, s'il vous plaît, mentionnez à votre dentiste, physiothérapeute, chiro, etc., que vous prenez des antiplaquettaires. Il est bon aussi de savoir que si jamais vous avez besoin d'une chirurgie ou d'une autre procédure médicale, les antiplaquettaires peuvent être arrêtés environ 3 jours avant cette procédure. Évidemment, c'est quelque chose qui va être fait en harmonie avec le cardiologue. Des petites astuces aussi, on sait qu'il est sécuritaire de prendre des Tylenol. Si vous avez d'autres petits maux, à savoir si vous avez mal à la tête ou vous avez mal aux genoux, quelque chose comme ça, vous pouvez prendre des Tylenol. Mais comme mentionné plus tôt, on essaie d'éviter des anti-inflammatoires comme Advil, Motrin, Naprosène, parce que comme je mentionnais, ça peut augmenter le risque d'avoir des problèmes gastro-intestinaux. Parfois, avec les antiplaquettaires, on peut avoir un saignement de nez plus souvent. Alors, si c'est le cas, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un pincement au niveau du nez. Penchez votre tête par en avant, mais assurez-vous de garder le pincement pour un bon 5 à 10 minutes avant de relâcher. Et l'autre chose aussi, ne pas arrêter les antiplaquettaires par vous-même. Très important de toujours en parler avec votre médecin avant de faire l'arrêt brusque. Et puis, évidemment, ce que l'équipe soignante va surveiller, c'est l'apparition de tout effet secondaire. OK. Alors maintenant, la prochaine catégorie que j'aimerais aborder avec vous, ce sont la catégorie des bêta-bloquants, qui est évidemment une catégorie de médicaments qu'on utilise beaucoup ici à l'Institut de cardiologie. Alors, notez que les noms génériques se terminent tous par des LOL, alors comme métoprolol, bisoprolol, propanolol. Alors, c'est assez facile à se rappeler à ce moment-là. Et puis, le nom de commerce est marqué entre parenthèses. Alors, la raison pour laquelle on donne ces médicaments, parce qu'ils sont vraiment prescrits pour plusieurs conditions cardiaques. On sait que le cœur travaille fort pour pomper le sang dans l'organisme et parfois ces efforts constants peuvent exercer trop de pression sur le muscle cardiaque et les vaisseaux sanguins. Les bêta-bloquants vont alors abaisser la tension artérielle, ralentir la fréquence cardiaque et réduire la pression exercée sur le muscle cardiaque et les vaisseaux sanguins, pourrait aussi soulager la douleur ou la pression à la poitrine et atténuer les symptômes d'angine.
et réduire le risque de subir une autre crise cardiaque. Alors, en termes de conditions cardiaques, ils sont prescrits chez les gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque, qui ont un rythme cardiaque anormal, qui ont une maladie coronarienne et aussi chez les gens qui souffrent d'hypertension. En termes de posologie, c'est un médicament qu'on prend par la bouche, soit une fois, deux fois ou trois fois par jour, dépendamment de la catégorie de médicaments qui vous a été donné. Si vous prenez plus qu'un médicament par jour, il est important de bien le répartir également durant la journée. En termes d'effets secondaires, celui qui est rapporté le plus souvent, ce sont les symptômes de fatigue. Alors, sachez que ce phénomène-là va souvent s'atténuer après quelques semaines, une fois que les gens sont habitués de prendre ce médicament. L'autre chose aussi, étant donné que les bêta-bloquants vont diminuer la pression artérielle, certaines personnes peuvent ressentir des étourdissements, des sensations de vertige ou encore même être le point de s'évanouir. Alors, si c'est le cas, on recommande toujours aux gens vraiment de se lever lentement et tranquillement. Et aussi, quand on se déplace, là, au tout début, de vraiment le faire d'une façon lente. On évite aussi de conduire la voiture automobile. Et si vous vous sentez un petit peu étourdi et que vous avez un tensiomètre à la maison, on vous recommande aussi de vérifier votre pression. Certaines personnes peuvent avoir des dysfonctions sexuelles. C'est un symptôme qui est un peu plus remarqué chez les hommes. Si c'est un problème qui vous embête et qui perdure, parlez-en à votre médecin. Votre dose de bêta-bloquant pourrait être ajustée ou encore, il y a peut-être d'autres traitements qui pourraient être proposés. Il arrive aussi que certaines personnes puissent avoir des cauchemars ou des sautes d'humeur. Alors, encore là, si ces symptômes-là vous dérangent, s'il vous plaît, parlez-en avec votre équipe soignante. Alors, un mot à savoir aussi au sujet des bêta-bloquants et chez les gens qui ont le diabète. On recommande à ces gens-là de surveiller la glycémie un petit peu plus fréquemment ou un petit peu plus près. La raison pour cela, c'est que parfois, les bêta-bloquants vont masquer les effets de l'hypoglycémie. Alors, parfois, les tremblements ou les fréquences cardiaques peuvent être atténuées ou masquées. Cependant, sachez que les bêta-bloquants n'ont aucun effet sur la transpiration ou les étourdissements liés à l'hypoglycémie. Et pour les personnes qui souffrent d'asthme, avant qu'un bêta-bloquant soit initié, assurez-vous de mentionner à votre équipe soignante que vous avez un diagnostic d'asthme. À ce moment-là, peut-être qu'un autre médicament ou une plus petite dose pourrait vous être recommandé. Alors, ce que l'équipe soignante va surveiller, c'est la tension artérielle et aussi la fréquence cardiaque. Alors, ce que vous pouvez faire pour aussi aider votre équipe soignante, c'est de demander quelles sont les valeurs cibles pour votre tension artérielle et quel est votre pouls au repos. On recommande aussi de ne pas arrêter soudainement les bêta-bloquants parce que cela pourrait causer un effet rebond et faire en sorte qu'il y ait une hausse de votre tension artérielle et de votre pouls. Alors, la prochaine catégorie de médicaments que je vais aborder, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs des canaux calciques ou encore appelés antagonistes des canaux calciques. Alors, comme vous pouvez voir, les médicaments les plus fréquemment dans cette catégorie
On a l'amlodipine, le verapamil et le diltiazem qui sont très souvent prescrits ici à l'Institut. Et vous voyez entre parenthèses les noms de commerce. Alors, ces médicaments-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les inhibiteurs des canaux calciques élargissent et détendent les vaisseaux sanguins, ce qui aide donc à abaisser la tension artérielle, à ralentir la fréquence cardiaque, à contrôler les arythmies et à soulager la douleur à la poitrine. Alors, cet effet-là est causé par une réduction du débit du flot sanguin dans les artères coronaires. Alors, donc, quand on peut élargir un petit peu les vaisseaux sanguins, ça va promouvoir une meilleure perfusion. Alors, comment prendre les médicaments en termes de posologie? C'est un médicament qui est habituellement donné ou prescrit une fois par jour. Encore là, on évite aussi de prendre des pamplemousses et le jus de pamplemousse, car ceci pourrait intensifier l'effet de certains effets des canaux calciques et entraîner une forte baisse de la tension artérielle, ce qui peut causer évidemment un très gros mal de tête ou encore même causer des étourdissements. En termes d'effets secondaires, celui qui est rapporté le plus souvent, c'est la fatigue et un symptôme similaire au bêta-bloquant que j'ai déjà parlé auparavant. Comme ce médicament peut aussi abaisser votre tension artérielle, vous pouvez éprouver des étourdissements. Alors, si c'est le cas, tâchez de vous lever lentement et de vous déplacer lentement aussi. Évidemment, évitez de conduire votre voiture. Et la même chose aussi, vous pouvez vérifier votre tension artérielle si vous avez un tensiomètre à la maison. Si vous notez des fréquences cardiaques ou ce qu'on appelle des palpitations ou encore des enflures dans les chevilles et dans les pieds, s'il vous plaît, appelez votre médecin parce que c'est probablement le dosage devrait être vérifié et rectifié. Pour les gens qui souffrent de constipation, en termes de conseils, on demande aux gens de consommer des aliments riches en fibres, d'essayer de maintenir une bonne hydratation. Vous pouvez même demander à votre pharmacien de vous proposer des produits en vente libre pour soulager la constipation. Alors, mais ce qui est très important, comme je disais, s'il y a des effets secondaires qui vous dérangent, alors c'est important d'en parler à votre équipe soignante. Et justement, qu'est-ce que votre équipe soignante va faire en termes de surveillance? Eh bien, ils vont surveiller évidemment votre tension artérielle, ils vont surveiller votre fréquence cardiaque, c'est donc ce qu'on appelle le pouls ou la pulsation. Ensuite, vérifier si vous avez de l'enflure dans vos chevilles et vos pieds et de faire aussi un bilan sanguin pour la fonction rénale. Prochaine catégorie de médicaments, c'est ce qu'on appelle la digoxine, souvent connue aussi sous le nom de marque, soit Lanoxin ou Toloxin. Alors, ce médicament renforce les contractions du cœur, ce qui permet au cœur de pomper un peu plus fort et aussi ralentir la fréquence cardiaque et aussi réduire l'essoufflement, surtout chez les personnes qui sont atteintes d'insuffisance cardiaque. Alors, c'est une des raisons pour laquelle il est prescrit. Ce sont les conditions qu'on voit le plus souvent, à savoir chez les gens qui ont de l'insuffisance cardiaque ou encore qui ont des problèmes d'arythmie, surtout la fibrillation auriculaire. Comment on le prend en termes de posologie? C'est un médicament qui est pris une fois par jour et essayez toujours de le prendre à la même heure. Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture. Il y a beaucoup de médicaments qui interagissent avec la digoxine. Alors, parlez donc à votre médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre tout médicament, tout produit naturel, vitamines, minéraux et suppléments. L'équipe soignante aussi va vous faire subir des analyses sanguines assez fréquentes pour s'assurer que votre taux de digoxin dans votre sang reste stable. En termes d'effets secondaires, ce que les gens vont rapporter un peu plus souvent, ce sont des maux d'estomac, de diarrhée, perte d'appétit ou même des vomissements. Si c'est le cas, on recommande que vous appeliez votre équipe soignante rapidement ou même vous pouvez aller à l'urgence parce que c'est un effet secondaire au niveau gastrique qui est assez grave. Aussi, quelque chose qui ferait que vous devriez aller à l'urgence, ce serait une fréquence cardiaque irrégulière ou est-ce que vous sentez beaucoup de palpitations ou encore si vous avez une vision trouble ou une perturbation de la vision des couleurs. Parfois aussi, quelque chose qui est peut-être un petit peu moins important, que vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence tout de suite, mais que vous devez quand même vérifier. Ce médicament-là aussi peut causer des étourdissements. Alors, comme mentionné auparavant, c'est les mêmes astuces. Quand vous vous levez, essayez de vous lever lentement, d'éviter de conduire votre voiture. Et aussi, à ce moment-là, si vous avez un tensiomètre, vous pouvez vérifier votre pression et prendre votre pulsation. Ce serait des bonnes choses à rapporter à votre équipe soignante. En parlant d'équipe soignante, ce qu'elle va vérifier lorsque vous allez avoir votre suivi, ce sera évidemment la tension artérielle et vérifier votre fréquence cardiaque, possiblement faire un ECG. On va aussi vous faire un bilan sanguin, soit vérifier votre taux de potassium, votre taux de digoxine et aussi la créatinine qui reflète votre fonction rénale. C'est bien aussi de garder ce qu'on appelle un registre des valeurs. Alors, vous pouvez avoir un carnet et puis prendre en note votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque. Je sais qu'il existe même plusieurs programmes maintenant chez les gens qui utilisent des téléphones intelligents. Ils sont capables de garder un registre sur leur téléphone intelligent. OK, alors donc, on va maintenant passer à la prochaine catégorie. C'est ce qu'on appelle les diurétiques, également appelés des pilules contre la rétention d'eau. Alors, comme vous pouvez voir un petit peu dans les diapositives précédentes, on va présenter les médicaments génériques dans la première colonne. Ensuite, c'est suivi par le nom de marques qui sont entre parenthèses. Ceux qui sont prescrits le plus fréquemment à l'Institut de cardiologie, il y a évidemment le furosémide, qui est le Lasix, spironolactone et encore l'hydrochlordiazide. Les autres sont utilisés, mais probablement un peu moins souvent. Alors, ces médicaments aident les reins à produire plus d'urine et à éliminer l'excès d'eau dans l'organisme. Alors, c'est pour cette raison qu'ils sont prescrits. Et en termes d'effets recherchés, on veut évidemment éliminer l'excès d'eau en produisant plus d'urine, réduire aussi l'enflure du corps, comme surtout au niveau des jambes et des chevilles, aussi abaisser la tension artérielle et évidemment, chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, on essaie d'alléger les symptômes. Alors, comment prendre ce médicament? Alors, en termes de posologie, c'est un médicament qui est prescrit soit une fois ou 2 fois par jour. Et afin d'éviter de vous lever durant la nuit, on recommande de prendre ce médicament au moins 6 heures avant l'heure du coucher. Alors, en fait, d'effets secondaires, ce qu'il faut noter, évidemment, vous allez uriner plus souvent, mais c'est aussi un effet attendu. Mais évidemment, si vous devez vous lever 3 ou 4 fois durant la nuit, puis si ça vous dérange beaucoup, bien à ce moment-là, vous devez en parler à votre équipe soignante.
Ce médicament-là peut aussi abaisser votre pression. Alors, il est possible que certaines personnes puissent éprouver des étourdissements ou encore de la somnolence ou de la fatigue. Alors, encore là, important de se lever lentement et de se déplacer lentement si vous éprouvez des étourdissements. Évitez de conduire votre voiture et vérifiez aussi votre tension artérielle si vous avez un tensiomètre à la maison. Vous pouvez aussi avoir soit soif ou avoir de la sécheresse au niveau de la bouche. Alors, en termes d'astuces, vous pouvez mâcher de la gomme sans sucre ou encore vous pouvez sucer des petits bonbons sans sucre. Vous pouvez aussi utiliser un vaporisateur hydratant. C'est trouvé en pharmacie. Alors, comme Moisture ou Bioten, vous pouvez évidemment parler à votre pharmacien pour avoir des conseils à ce niveau. C'est important aussi d'essayer d'avoir une bonne hygiène buccale et vous pouvez aussi prendre ou sucer là, des petits glaçons. Parfois, certaines personnes peuvent avoir aussi des nausées, des diarrhées, souffrir de constipation. Alors, encore là, parlez-en à votre équipe soignante si ces symptômes vous dérangent. Parfois aussi, quand on débute un diurétique, certaines personnes peuvent même avoir des éruptions cutanées, des évanouissements, faiblesse ou des crampes musculaires, jaunissement de la peau ou du blanc des yeux qui indiquerait peut-être possiblement un problème au niveau du foie. Alors, ça, c'est peut-être une complication un petit peu plus sévère. Il faudrait à ce moment-là appeler votre médecin immédiatement ou même aller à l'urgence. J'aimerais faire une petite note ici chez les gens qui prennent du furosémide ou ce qu'on appelle le Lasix. Alors, parfois, le furosémide peut causer une certaine sensibilité au soleil. Alors, c'est important de bien protéger sa peau à ce moment-là avec les conseils que j'ai donnés auparavant, à savoir là, porter un écran solaire, éviter d'aller au soleil à l'heure du midi et de porter des vêtements qui vont couvrir votre peau. Alors, ce que l'équipe soignante va surveiller, évidemment, elle va surveiller la tension artérielle, faire aussi un bilan sanguin, soit le taux de potassium et de créatinine. C'est pour évaluer votre fonction rénale. Et on pourrait aussi vous demander de noter votre poids tous les matins dans un calendrier et apporter celui-ci à votre rendez-vous chez le médecin. Souvent, les médecins vont ajuster la dose de diurétique dépendant de votre poids. Et aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que les diurétiques ont un effet sur la concentration du potassium. Alors, vous pourriez possiblement avoir besoin d'un supplément. Si c'est le cas, votre équipe médicale va vous le laisser savoir. Il faut aussi éviter l'apport en sel et de prendre des succidanés de sel qui contiennent du potassium. Alors, et il est possible aussi qu'on vous demande de limiter votre apport liquidien, surtout chez les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Alors, souvent, ça va être environ 1,5 à 2 litres par jour. Encore là, cette recommandation-là va vous être donnée précisément par votre équipe soignante. Alors, la prochaine catégorie de médicaments que je vais vous parler, c'est une catégorie de médicaments qui est quand même assez récent sur le marché pharmaceutique. C'est le médicament qu'on appelle Entresto, qui est une combinaison de sacubitril et de valsartan. Alors donc, le mode d'action de ce médicament et les effets recherchés, c'est que ce médicament va élargir les vaisseaux sanguins pour abaisser la tension artérielle, va aussi aider l'organisme à éliminer l'excès de sel et d'eau. Il sert aussi de substitut à l'inhibiteur de LECA et ARA et surtout utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque. Alors, comment le prendre? Quelle est la posologie? C'est un médicament qu'on prend 2 fois par jour. Et habituellement, on commence par une faible dose et la dose est augmentée sur une période de quelques semaines. Alors, quelque chose qui est important à savoir au niveau de l'Entresto,
c'est que c'est un médicament qui va être utilisé au lieu de l'ECA ou d'un ARA. Alors, parce qu'il contient déjà un ARA. Alors, si vous prenez un ECA comme un captopril ou un ramipril, alors à ce moment-là, on va vous demander de cesser le médicament pendant 2 jours avant de commencer l'Entresto. Alors, c'est ce qu'on appelle une période de non-médicament pour 2 jours avant d'initier l'Entresto. Alors, en termes d'effets secondaires, celui qui est rapporté le plus souvent est l'hypotension. C'est probablement celui-là qui est le plus commun, qui est le plus signalé. Alors, comme mentionné auparavant, si vous éprouvez des étourdissements, une sensation de vertige ou de fatigue, c'est quand même important là, de vous lever lentement et tâcher de vous déplacer lentement aussi. Évitez de conduire votre voiture. Et encore là, si vous avez un tensiomètre à la maison, vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle et vous pouvez le rapporter à votre équipe soignante lors de votre prochain rendez-vous. Il arrive aussi que chez certaines personnes peuvent éprouver une toux sèche. Encore là, si ça vous dérange, vous pouvez appeler votre équipe soignante. Ce médicament-là, comme mentionné auparavant, peut aussi produire un excès de potassium dans le sang. Alors, si vous éprouvez des symptômes comme de la faiblesse musculaire, des picotements ou des nausées, c'est quand même assez important à rapporter à votre équipe soignante. C'est un signe, un effet secondaire plutôt rare, mais quand même qui doit être rapporté. Et comme mentionné un petit peu précédemment avec les ECA et ARA, ce médicament peut quand même causer une allergie assez sévère qu'on appelle de l'angiodème. Alors, comme mentionné auparavant, si jamais vous sentez que vous avez une enflure des lèvres, du visage, de la langue et de la gorge et que vous avez une certaine pâleur, ceci devient une urgence médicale. Alors, il faut absolument composer le 911 et attendre l'ambulance. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Alors, ce que l'équipe médicale va surveiller, c'est évidemment votre tension artérielle, aussi faire un bilan sanguin, à savoir vérifier votre fonction rénale et les électrolytes, surtout le potassium. Maintenant, je vais vous parler d'une autre catégorie de médicaments qui est relativement nouveau, surtout pour traiter les maladies du cœur. Alors, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs du SGLT2. Alors, comme vous pouvez voir sur la page suivante, ce sont tous des noms qui finissent en glyphosine et le nom de commerce est indiqué entre parenthèses. Ces médicaments agissent sur les reins de manière à éliminer l'excès de sucre par l'urine et par conséquent, ils vont donc réduire la glycémie en augmentant la quantité de sucre éliminé dans l'urine. Alors, ce médicament pourrait être prescrit si vous souffrez d'insuffisance cardiaque et 2, si vous avez le diabète de type 2. Veuillez noter que ce type de médicament peut être prescrit évidemment chez les diabétiques, mais aussi chez les non-diabétiques, surtout pour traiter l'insuffisance cardiaque. Alors, comment prendre ce médicament? Alors, en termes de posologie, c'est un médicament qui est utilisé une fois par jour et on essaie de le prendre à la même heure. En termes d'effets secondaires, ce qu'on voit le plus souvent, ce qui est rapporté le plus souvent, ce sont ce qu'on appelle des infections à levure ou des infections à champignons. Alors, surtout au niveau des parties génitales. Alors, ce que les gens vont rapporter, ce sont des démangeaisons, des sensations de brûlure, rougeur, enflure, même certains écoulements. Alors, si c'est le cas,
parlez-en à votre équipe soignante. Il y a des traitements qui sont disponibles et puis ça peut être traité très rapidement. Certaines personnes aussi peuvent avoir des infections des voies urinaires. Alors, ce serait peut-être plus à ce moment-là un brûlement au moment quand vous allez uriner. Encore là, il faut en parler. Ou peut-être vous pouvez même avoir du sang dans vos urines. Alors, à ce moment-là, il faut aussi en parler à votre équipe soignante pour recevoir un soin. Ce médicament peut causer une baisse de la tension artérielle. C'est pas aussi un effet aussi grand là, que chez les gens qui prennent des bêta-bloquants ou des médicaments qui bloquent les canaux calciques, mais quand même, vous pouvez quand même avoir un peu d'hypotension. Alors, encore là, on recommande la même chose. Tâchez de vous lever lentement et de bouger lentement. Évitez de conduire votre véhicule moteur si, évidemment, vous vous sentez étourdi. Et puis, si vous avez un tensiomètre à la maison, vous pouvez vérifier votre tension. Alors, en termes d'effets secondaires aussi, qui est rare, mais qui est quand même assez grave, c'est ce qu'on appelle l'acidécidose diabétique chez les personnes de type 2. Alors, en termes de manifestations, ce serait surtout des nausées, des vomissements, perte d'appétit, douleur abdominale, avoir une soif extrême, même difficulté à respirer, confusion, fatigue. Alors, si jamais ce serait des symptômes que vous éprouviez, c'est très important à ce moment-là d'appeler votre médecin ou de vous rendre à l'urgence la plus près. Il faudrait vérifier évidemment là, votre taux de sucre et de cétone dans votre sang. Souvent, cette complication-là peut se produire lors d'une intervention chirurgicale ou encore si vous avez une infection ou dans un moment de grand stress. Alors, c'est important, si vous pensez d'avoir ces symptômes-là, comme je le disais, de vous rendre à l'urgence la plus près et surtout d'éviter de prendre votre SGLT2. Si vous êtes aussi dans l'impossibilité de bien s'hydrater, à savoir si vous vomissez ou vous avez de la diarrhée, encore là, il faut éviter de prendre ce médicament-là pour au moins 2 ou 3 jours jusqu'à ce que vous soyez en mesure de bien prendre vos liquides et votre alimentation. Ce que l'équipe soignante va surveiller, ça va être votre tension artérielle, faire aussi un bilan sanguin, à savoir au niveau de la créatinine, bien s'assurer là, que vos reins fonctionnent bien. Et aussi, évidemment, tout signe de symptômes d'infection, que ce soit d'infection à levure ou encore des infections des voies urinaires. La prochaine catégorie de médicaments que je vais aborder, c'est ce qu'on appelle les statines. Alors, comme vous pouvez voir un peu dans les catégories précédentes, le nom des statines finissent tous, évidemment, là, par le suffixe statine, soit atorvastatine, rosuvastatine, et avec le nom de marque. Les plus souvent prescrites, ce sont Lipitor et Crestor, ou ce qu'on appelle atorvastatine et rosuvastatine. Il y a beaucoup de catégories de médicaments qui servent à diminuer le taux de cholestérol, mais on sait que les statines sont les plus souvent prescrites car elles réussissent très, très bien à baisser le taux de cholestérol. C'est ce qu'on appelle le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Alors, et on sait qu'un taux de cholestérol élevé, un taux de LDL élevé peut entraîner la formation de plaques ou de dépôts graisseux, ce qui réduit la circulation vers le cœur. Et c'est eux souvent qui sont responsables de causes d'angine ou de crise cardiaque. Alors, que fait justement les statines? Bien, les statines vont, comme je disais, diminuer le taux de cholestérol, le mauvais cholestérol, le LDL, vont réduire le risque de crise cardiaque
et vont aussi empêcher la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins. Alors, comment le prendre? C'est un médicament qui est prescrit seulement une fois par jour. Habituellement, on le prend le soir, soit à l'heure du souper ou encore en soirée. Très important d'éviter les pamplemousses et le jus de pamplemousse, car ceci peut entraîner une hausse de la concentration des statines et augmenter les douleurs musculaires. En termes justement d'effets secondaires qui sont les plus rapportés, c'est évidemment les douleurs musculaires ou les crampes dans les jambes. Alors, si c'est le cas, appelez votre médecin si ces symptômes vous dérangent et qui sont relativement graves. Votre médecin pourra possiblement changer la sorte de statine ou encore peut-être réduire la dose. Si vous notez que vous avez un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, ça pourrait peut-être indiquer qu'il y a un problème au niveau de votre foie. Alors encore là, c'est très important de le mentionner à votre équipe soignante. Par contre, un effet qui est peut-être désagréable, mais moins urgent, ce serait peut-être avoir de constipation, gaz ou encore des indigestions. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est pour la constipation, essayer d'augmenter votre apport en fibres et en liquide. Et évidemment, si le problème persiste, et à ce moment-là, vous pouvez appeler votre équipe médicale et puis on pourra encore là, comme je mentionnais, changer de statin ou encore diminuer la dose. Ce que votre équipe médicale va surveiller, évidemment, ce sont les effets secondaires et surtout si vous avez des douleurs musculaires. On va aussi faire un bilan sanguin de votre cholestérol et de votre fonction du foie parce que ce médicament-là est métabolisé par le foie. Alors, on veut s'assurer que votre foie ne va pas travailler trop fort. Alors, on va vérifier ce qu'on appelle le ALT. Et souvent, le bilan lipidien va être répété entre 2 et 3 mois après avoir initié la première dose. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'effet des statines sur la formation de plaques de cholestérol est très puissant, mais cependant, l'effet ne se manifeste pas immédiatement. Ça prend quelques semaines après que la dose a été initiée. Aussi, il faut savoir que l'effet bénéfique disparaît aussi assez rapidement. Alors, si jamais vous arrêtez de prendre votre statine, votre taux de cholestérol va réaugmenter. Alors, voilà pourquoi souvent ce médicament-là va être prescrit à vie. Maintenant, la dernière catégorie de médicaments que je vais aborder, c'est ce qu'on appelle le vaporisateur de nitroglycérine. Ce vaporisateur buccal est utilisé pour soulager l'angine. Il peut aussi servir à prévenir une crise d'angine si vous prévoyez faire de l'exercice ou que vous vivez une situation stressante. Ce médicament agit en élargissant les vaisseaux sanguins du cœur, ce qui facilite la circulation sanguine et permet à une plus grande quantité de sang riche en oxygène de se rendre au cœur. Quand le sang circule plus aisément, le cœur travaille moins fort. De plus, la douleur associée au manque d'oxygène est diminuée. À l'Institut de cardiologie, dans le guide à l'intention des patients sur la maladie coronarienne, on a inséré les étapes à suivre lorsque vous éprouvez une douleur à la poitrine. Il y a 3 zones, soit la zone verte, la zone jaune et la zone rouge. Alors, si vous éprouvez des douleurs à la poitrine, ce que vous devriez faire, c'est évidemment arrêter l'exercice ou l'activité que vous faites et attendre 5 minutes. Et puis, si la douleur persiste, vous pouvez prendre alors une première dose de nitroglycérine et attendre un autre 5 minutes. Et si vous avez besoin, vous pouvez même prendre une deuxième dose de nitroglycérine.
Et puis, si après donc 2 doses de nitroglycérine et 10 minutes, si la douleur anginale, la douleur à la poitrine persiste encore, vous êtes maintenant arrivé à ce qu'on appelle à la zone rouge. Il faudrait à ce moment-là appeler le 911 et prendre une 3e dose de nitroglycérine. C'est important de ne pas conduire votre voiture et d'attendre les soins d'urgence. Souvent, lorsqu'on arrive à la zone rouge, il peut y avoir d'autres symptômes qui sont associés à vos symptômes de douleur thoracique. Soit possiblement, vous pourriez avoir des essoufflements, une transpiration assez prononcée, des nausées, des palpitations, même sentir une certaine faiblesse. Alors, comme je disais, si jamais vous pensez que vous êtes arrivé à la zone rouge, important d'appeler le 911 et important, ne pas conduire votre voiture vous-même. Alors là, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'importance de connaître la marche à suivre pour utiliser correctement le vaporisateur de nitro. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si vous devez utiliser la nitro, s'il vous plaît, vous asseoir, restez pas debout parce que la nitro peut abaisser votre pression artérielle. Alors, c'est important d'être assis quand vous allez utiliser votre pompe de nitro. Alors, donc, vous allez retirer le bouchon. Il n'est pas nécessaire de secouer la pompe, mais vous pouvez cependant ce qu'on appelle amorcer la pompe, faire 1 ou 2 jets dans l'air, juste pour s'assurer qu'il y ait vraiment un bon débit. Ensuite, vous allez vaporiser le médicament sur ou sous la langue, mais appuyez seulement une fois. Ne faites pas 2, 3, ce qu'on appelle des petits push-push en fil. Là. Alors, c'est important de juste presser une fois sur la pompe et fermer votre bouche. Ensuite, attendre 5 minutes et essayer de savoir, de dire est-ce qu'il y a une diminution au niveau de la douleur anginale. Et puis, si vous devez, comme je disais, refaire encore après 5 minutes, répéter la même opération, refaites ce qu'on disait de mettre un jet sous la langue, fermer votre bouche. Et puis, si jamais les symptômes persistent après 2 jets, c'est ce qu'on appelle la zone rouge que j'ai mentionné auparavant. En termes d'effets secondaires pour la nitro, vous pouvez avoir certains petits picotements dans la bouche. Certaines personnes aussi vont avoir des étourdissements parce que ce médicament-là va baisser la pression artérielle. Et puis, vous pouvez aussi avoir un mal de tête. Alors, si jamais après que vous ayez pris 1 ou 2 nitros et que vous avez des symptômes d'étourdissement ou des mal de tête, vous pouvez évidemment appeler votre médecin, mais en général, ça va passer après quelques minutes. Vous pouvez aussi prendre des Tylenol si vous avez un mal de tête. En termes d'astuces, ce que vous devriez savoir pour votre pompe de nitro, on demande de vérifier régulièrement la quantité de liquide dans la pompe. Alors, assurez-vous de savoir comment il vous en reste et puis de vous assurer que vous en ayez toujours à portée de la main. Ce médicament est aussi inflammable, alors on demande de ne pas l'utiliser proche d'une flamme ou pendant que vous fumez. Aussi, assurez-vous de connaître votre dose et la fréquence à laquelle vous pouvez prendre une dose et les situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de soins médicaux. Alors ça, c'est habituellement quelque chose que vous devriez parler avec votre cardiologue. Surtout si c'est donné en termes de prophylaxie, à savoir si ça doit être donné avant de faire un exercice. Souvent, ça va être recommandé de prendre 5 à 10 minutes avant de faire une activité.
Et puis, évidemment, on demande de ne pas dépasser la quantité prescrite par votre médecin, par votre cardiologue, parce que si on en prend trop fréquemment, ce médicament on pourrait réduire son efficacité. Alors, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Et puis, ce médicament peut, avec le temps, peut-être cesser de faire son effet. Alors, si c'est le cas, encore là, en parler à votre cardiologue. Maintenant, les autres points que je voudrais apporter, parce qu'on a pas mal là, fini de parler des catégories de médicaments, mais ce serait peut-être plus de repasser avec vous certains sujets, à savoir comment conserver les médicaments et comment les prendre et tout ça. Alors, c'est plus des petits conseils là, usuels. Alors, lorsque vous allez prendre vos médicaments à la pharmacie, évidemment, vous allez recevoir des instructions assez précises comment garder vos médicaments. Pour la majorité des médicaments, surtout ceux qu'on a revus aujourd'hui, on recommande de les garder à la température ambiante. Mais évidemment, on essaie d'éviter les endroits chauds et humides comme les salles de bain ou de le mettre au-dessus du réfrigérateur. On demande évidemment aux gens de garder les médicaments dans des contenants sécuritaires et éviter de les garder hors de la portée des enfants et aussi des animaux de compagnie. Et aussi de rapporter vos vieux médicaments et les médicaments non utilisés à la pharmacie. Très important de ne pas les jeter à la poubelle et ni de les mettre dans l'évier ou encore dans la toilette. Là, ce qu'on va aborder, c'est surtout des conseils pour vous aider à prendre vos médicaments, puis comment se souvenir de les prendre. Ce qu'on recommande, évidemment, c'est essayer d'utiliser seulement une pharmacie, toujours utiliser la même source de pharmacie, le même pharmacien, parce qu'à ce moment-là, votre pharmacien va connaître votre profil un peu mieux et puis il pourra vous guider en termes d'interaction entre les médicaments et pourra même faire des recommandations s'il y aurait peut-être possiblement un médicament qui serait plus efficace dans votre cas. Ce qui est important aussi, c'est de savoir combien de renouvelants il vous reste et s'assurer de bien commander vos médicaments à temps. C'est important de ne pas rater ou enfin d'éviter d'avoir une rupture de médicaments. Et évidemment, prenez la dose prescrite de médicaments à chaque jour et à la même heure. Et en termes d'essayer de se donner des façons de se rappeler de prendre le médicament, il existe quand même plusieurs astuces. Alors, certaines pharmacies vont même vous faire un emballage coque. Alors, à ce moment-là, c'est plus facile de savoir si vous avez pris le médicament ou pas. Certaines personnes vont régler une alarme sur leur téléphone intelligent ou encore jumeler la prise de médicaments avec une habitude quotidienne, à savoir comme possiblement peut-être prendre avec le déjeuner. Alors, souvent, ça peut être associé justement en mangeant ou peut-être à côté de votre boîte de céréales. Ça serait une bonne façon de se rappeler, bon, je dois prendre mes médicaments du matin. Ou encore en soirée, possiblement en vous brossant les dents ou encore à votre table de chevet. C'est une bonne façon de se rappeler de prendre les médicaments. Par contre, on essaie de faire notre mieux, mais il arrive parfois qu'on peut rater une dose. Alors, à ce moment-là, ce qui est bon de se rappeler, si c'est un médicament qu'on prend seulement une fois par jour, et donc aussitôt que vous vous en souvenez, c'est important à ce moment-là de la prendre. Comme un exemple, je donne l'exemple de l'aspirine. Si habituellement vous la prenez en matinée, puis vous avez oublié, alors à ce moment-là, vous pouvez la prendre à l'heure du dîner ou à l'heure du souper. Cependant, si c'est des médicaments que vous prenez 2 fois par jour,
et puis que la deuxième dose est rendue trop proche là, de celle que vous allez prendre habituellement, alors il serait préférable de ne pas prendre une deuxième dose, mais de juste prendre celle que vous prenez habituellement. Parce que deux doses qui sont trop proches pourraient possiblement là, avoir des effets secondaires. Ce qu'on recommande aussi, c'est de rapporter à votre pharmacien tout changement de médicament qui a été fait par votre équipe médicale. À ce moment-là, surtout si vous avez des emballages coques, eh bien, le pharmacien pourra les modifier en conséquence. Il est aussi important de rapporter à votre pharmacien tous les effets secondaires indésirables que vous auriez pu avoir. En termes d'autres conseils généraux qui sont liés à la gestion des médicaments, c'est sûr qu'on a abordé beaucoup de médicaments aujourd'hui, mais c'est impossible de tous les revoir. Alors, il existe dans certains cas même des combinaisons de médicaments. Alors, comme exemple, un médicament comme le perindopril et l'indapamide, qui est un ECA et un diurétique combinés ensemble. Alors, souvent, c'est ce qu'on va avoir. Donc, deux médicaments dans un comprimé. Donc, on va avoir deux effets recherchés pour un médicament, ce qui parfois faciliter la prise de médicaments. Souvent, ces médicaments-là sont donnés juste une fois par jour. Alors, encore là, si vous avez des inquiétudes ou des questions, votre pharmacien est probablement la meilleure personne à laquelle vous pouvez parler pour avoir de l'information supplémentaire. Aussi, très important, avant de prendre tout médicament, surtout y compris là, les médicaments en vente libre, des vitamines ou des produits à base d'herbes médicinales ou des succédaniers de sel qui contiennent du potassium, c'est très important de vérifier auprès de votre médecin et pharmacien avant de prendre ces suppléments-là parce qu'il peut parfois avoir des interactions nuisibles avec vos médicaments. Et puis, très important aussi, ne pas modifier votre dose et n'arrêtez pas de prendre un médicament sans d'abord en parler à votre équipe soignante parce qu'il y a probablement une bonne raison pour laquelle vous prenez ces médicaments-là. Évidemment, on va vous dire aussi de ne pas partager vos médicaments avec les autres membres de votre famille ou cercle d'amis. Et aussi, ne jamais prendre les médicaments d'une autre personne, même si ces maladies se ressemblent, parce que, souvenez-vous, ces médicaments-là ont été prescrits pour vous et seulement pour vous. Alors, un petit mot au sujet des médicaments génériques. Alors, vous allez peut-être remarquer que votre prescription peut peut-être contenir les préfixes comme Teva, Sandoz, Apo, devant le nom générique du médicament. Alors, ces préfixes servent à identifier le fabricant du médicament. Les médicaments génériques contiennent la même quantité d'ingrédients actifs que les noms de marque. Alors, ils sont fabriqués et évalués par Santé Canada selon les mêmes mesures de qualité et de sécurité. Alors, parfois, ils sont peut-être donnés parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins chers, mais par contre, soyez assurés de la qualité de ces médicaments-là. On recommande aussi de toujours garder dans votre portefeuille ou votre téléphone cellulaire une liste des médicaments que vous prenez. Et aussi, évidemment, lorsque vous avez un rendez-vous avec votre équipe médicale, c'est important d'apporter soit votre liste ou encore les médicaments pour qu'ils soient revus à chaque rendez-vous. Quelque chose que j'aimerais mentionner aussi et qui est un service qui est offert en Ontario, c'est ce qu'on appelle le programme MedCheck. Alors, c'est un programme gratuit et qui vous donne donc accès à un rendez-vous une fois par année pour vérifier vos médicaments. À ce moment-là, vous pouvez faire la revue de tous vos médicaments, la raison pour laquelle vous les prenez, ainsi que
réponse là, à certaines questions que vous pourriez avoir au sujet des suppléments, etc. Alors, rappelez-vous que la médication est un des éléments du processus visant à améliorer votre santé. Vous pouvez aussi apporter des changements à votre mode de vie en mangeant sainement, en faisant d'exercice régulièrement, en cessant de fumer et aussi essayer de réduire votre niveau de stress. Alors, ceci conclut donc la présentation sur les médicaments couramment prescrits pour le cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner ce documentaire et je vous souhaite une bonne journée.